Alors, Madame Ouellette, vous revenez d'Écosse. La question qui brûle, c'est est-ce que vous avez cru que les indépendantistes allaient gagner? Écoutez, c'était difficile à dire avant parce qu'il y a vraiment une grande avancée pour le oui, passé de moins de 30 %. Les sondages mettaient à 50-50 avant le soir du vote. Il faut dire que dans les derniers jours, la campagne du non a fait toute une campagne de peur, comme on a connu en 95, donc sur les déménagements de sièges sociaux des banques, sur les pensions, sur les taux d'intérêt qui allaient augmenter, sur le déficit de l'Écosse. Et donc, bien là, ça l'a fini à 45 %, mais c'était extrêmement difficile à prédire avec les sondages qui étaient là 50-50. Est-ce que vous-même, vous étiez fébrile concernant l'issue du vote? Bien, c'est sûr que sur place, on a suivi ça pendant la nuit, parce que le vote se terminait là-bas à 10 heures le soir. Donc, le dépouillement s'est fait pendant toute la nuit. On a obtenu le résultat là, très tôt le matin, là, vers 6-7 heures le vendredi matin. Donc, c'est sûr qu'on a suivi ça de façon très serrée. Si on fait des comparaisons, tout le monde en fait, est-ce que les conditions cachées que le gouvernement a permis de faire en cas de non, est-ce que c'est sérieux ou bien c'est comme ici en 95? Écoutez, il y a, suite à l'annonce du vote, j'aurais pas pu vous dire, mais en regardant les journaux de ce qui s'est passé depuis ce temps-là, on se rend compte que les promesses de Londres, de Westminster, étaient des promesses qui semblent finalement ne pas avoir été très, très attachées. D'ailleurs, ça a été dénoncé par Alex Salmond, très peu de jours là, après le référendum. Et là, il semble là, tout intégrer ça dans un grand tout de renouveau constitutionnel. Donc, on a l'impression qu'ils sont en train de noyer le poisson. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Donc, vous êtes pessimiste? Bien, écoutez, avec la façon dont les choses se présentent actuellement, j'ai pas tellement l'impression que les Écossais vont voir ces promesses-là se concrétiser rapidement. Autre comparaison en terminant sur ce sujet-là, est-ce que les British ont fait preuve de plus de fair play envers les Écossais que nos Canadiens français à Ottawa et l'ensemble du Canada? Je pense qu'avant la campagne, je pense que oui, parce qu'il y a une discussion entre Londres et l'Écosse sur le référendum et tout de suite, Londres a reconnu le 50 % plus 1. Donc ça, vraiment, je pense qu'il y a vraiment eu un meilleur respect de Londres par rapport à ces éléments-là. Sur le volet, par exemple, pendant la campagne et surtout la dernière semaine, quand là, vraiment, les résultats se sont rapprochés, on a vu que Londres a sorti l'artillerie lourde qui ressemblait étrangement à l'artillerie lourde de la campagne d'Ottawa, ce qu'on a connu en 95 et même en 80. Donc, déménagement de sièges sociaux, les pensions, les taux d'intérêt qui vont augmenter. Donc, toutes sortes d'épouvantails qu'ils ont sortis. Ça, je vous dirais que ça se ressemble beaucoup. Est-ce que votre voyage en Écosse va influer votre opinion, votre façon de faire dans votre campagne électorale à la chefferie? Écoutez, ça, c'est une décision qui reste encore à prendre, mais c'est sûr qu'on peut, de la démarche que les Écossais ont fait, je pense qu'il y a certains éléments à retenir, en particulier le fait de documenter autant cette démarche-là. Je pense que c'est un bon coup qu'ils ont fait. Et aussi, c'est sûr que toute l'utilisation des médias sociaux, et les gens là-bas me le disaient, la campagne s'est transformée en grassroots movement, donc vraiment un mouvement de la base, un mouvement populaire et très, très positif comme campagne. Donc, ça, je pense que aussi, c'est des éléments à retenir et aussi de revoir que la campagne du non est encore sur les mêmes éléments. Je pense que très clairement, sur ces éléments-là de peur qui ont été amenés tant en Écosse que ce qu'on a vécu en 95 et en 80, il faut avoir des réponses. Avez-vous des opinions concernant la proposition de votre collègue Bernard Drinville de reporter ça Bien, écoutez, de 4 ans à 4 ans? C'est ça. J'ai déjà eu l'occasion de me prononcer. Quand je lis l'ensemble de son texte, les raisons qu'il invoque pour faire cette proposition-là partent beaucoup de l'analyse qu'il fait des résultats du 7 avril. Et je dois avouer que je ne partage pas son découragement sur cette analyse-là et nécessairement ses conclusions, mais
qu'il fasse des propositions. Je veux dire, ça lui appartient, puis je pense que le débat est ouvert. Mais moi, je suis pas découragée comme il semble être là, concernant l'avenir du Québec. Et quand je vois ce qui s'est passé en Écosse et à quel point l'appui au oui a pu augmenter en peu de temps parce que là, il y avait une campagne et c'était dans les discussions, je pense qu'on a des leçons à retenir de ça. Vous aviez un volet économique à votre voyage. Vous êtes allé à Oslo pour parler de pétrole. Qu'en est-il? En fait, je suis allée à Oslo pour parler d'électrification des transports. Donc, justement, utiliser moins de pétrole. Et j'ai rencontré plusieurs groupes, la ville d'Oslo, le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, Transnova, qui est un groupe qui s'occupe des bornes de recharge, Statistique Norway, Elbil, qui est un groupe d'utilisateurs de voitures électriques, Électrique Mobilité de Norvège et un groupe aussi sur les systèmes intelligents de transport. Donc, des rencontres fort intéressantes. Et vraiment, la Norvège est le pays actuellement le plus avancé et Oslo aussi la ville la plus avancée. Mais c'est pas juste à Oslo qu'il y a de l'électrification, c'est un peu partout en Norvège parce qu'ils ont mis plusieurs mesures incitatives, des mesures fiscales, donc à l'achat de la voiture, mais aussi des mesures de diminution du coût d'utilisation. Par exemple, les routes qui sont à péage, il n'y a pas de péage pour les voitures électriques, la même chose pour les tunnels, pour les traversiers. Les traversiers sont gratuits et possibilité d'utilisation aussi des stationnements gratuitement, d'utiliser aussi les voies réservées aux autobus par les voitures électriques. Donc, un ensemble de mesures, je vous dirais un bouquet de mesures qui fait en sorte qu'il y a vraiment un intérêt pour les Norvégiens d'acheter des voitures électriques. Ils ont atteint au mois d'août passé 15 de leurs ventes de nouvelles voitures sont maintenant des voitures toutes électriques. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose au Québec? Moi, je pense que très certainement, il y a tout un intérêt pour le Québec. Puis, il y a des similitudes. La Norvège a de l'énergie renouvelable hydroélectrique, le Québec aussi. Donc, des voitures électriques, c'est encore plus intéressant pour nos deux États. Et au Québec, en plus, on a une industrie émergente de composantes électriques qu'ils n'ont pas en Norvège. Donc, avec TM4 qui fabrique les moteurs électriques, probablement le meilleur moteur électrique au monde avec Batium, avec Fostec, avec Adénergie, avec Gentech. On a tout un réseau d'entreprises émergentes pour les composantes électriques. Et on a aussi des entreprises dans les véhicules de transport. Et j'ai pas... eux autres, ils ont des entreprises plus de construction de navires, mais dans les entreprises là, de construction de véhicules de transport autres que nautiques, j'ai moins senti ça. Donc, eux autres, c'est vraiment une vision pour diminuer leur empreinte carbone, tandis qu'au Québec, en plus de diminuer notre empreinte carbone, parce que 40 des émissions de gaz à effet de serre sont le transport, c'est aussi pour du développement économique vraiment intelligent là, pour le Québec. Est-ce que le gouvernement actuel s'en va dans cette direction-là? Écoutez, le gouvernement actuel, et c'est aussi la leçon qui ressort de la Norvège, ça prend une volonté politique très forte. Sans la volonté politique, les choses avancent à la vitesse du marché et ça, c'est pas très vite. Je ne sens pas cette volonté-là de la part du gouvernement libéral. Et même lorsque j'ai posé la question à M. Poitier, ministre des Transports, savoir s'il allait continuer à électrifier la flotte gouvernementale, la flotte ministérielle, il m'a répondu, bien voyons, les voitures électriques, on ne commencera pas à s'arrêter entre Montréal puis Québec à Drummondville pour charger pendant une demi-heure, une heure. Je pense qu'il ne connaît vraiment pas le domaine parce que maintenant, on est des voitures hybrides rechargeables, etc. Et j'ai trouvé dommage là, de voir que son intervention était aussi peu documentée, mais je ne sens pas de volonté de leur part d'aller dans ce sens-là. Je sens plutôt une volonté de leur part d'aller du côté du pétrole. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2014, avec toute la question des changements climatiques et de l'empreinte carbone, il faut transformer notre économie pour amener une économie qui a été essentiellement dans le passé basée sur le pétrole, sur le charbon, à l'amener une économie électrique sur les ressources renouvelables. Alors, sur le même sujet, deux questions rapides. Le dossier de Cacouna. Oui. Donc, dont vous avez entendu parler. Oui. Bien, écoutez, dossier de Cacouna, moi, je pense que très clairement, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on ait les études du bureau public, l'étude générique du BAP. Et quand on regarde ce projet-là, il n'y a aucun intérêt économique parce que le pétrole qui va traverser le Québec n'est pas utilisé pour les industries du Québec. Et donc, à peu près pas de retombées économiques pour le Québec, mais on prend tous les risques environnementaux. Donc, je ne vois pas vraiment c'est quoi la logique de l'intérêt du projet de TCE, TransCanada Énergie,
stratégie dans ce cas-là. Il n'y a pas d'intérêt économique, il y a plein de risques environnementaux. C'est pour de l'exportation du pétrole des sables bitumineux, qui est un des pétroles quand même les plus polluants de la planète. Je ne vois pas tellement c'est quoi notre intérêt, alors que la Colombie-Britannique a dit non jusqu'à présent pour le transport de ce pétrole-là sur son territoire. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas accepté non plus. Et là, il n'y a que par le Québec que ça peut sortir. Donc moi, ça m'inquiète. Et il y a Cacouna, mais il n'y a pas juste Cacouna. Il y a ici sur la Rive-Sud, il y a Sorel, où là, le transport commence à se faire par train des rails qui passent à côté de nos résidences, à côté de nos écoles, avec des produits dangereux comme le pétrole, où il n'y a pas de suivi serré qui est fait par Transport Canada. Ça a été dit avec le rapport du Bureau de la sécurité du transport du Québec. Donc, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et le plat du jour, c'est l'abolition des agences régionales de la santé. Vous avez vu ça dans les journaux. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que très clairement, il faut diminuer la bureaucratie du côté du ministère de la Santé parce qu'il y a eu une très grande augmentation des cadres dans le système de la santé alors qu'on veut que l'argent aille pour le service, pour le soin aux patients. Est-ce que ça passe par cette restructuration-là? Écoutez, on va examiner plus en profondeur le projet de M. Barrette avant, mais ça me semble un projet où il se réserve beaucoup de pouvoir. Donc, je pense qu'il va falloir examiner ça très en profondeur avant de pouvoir se prononcer complètement. Merci beaucoup, madame. Merci.